Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que ça a l'air de fonctionner. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui et je vais vous parler de géostockage ou plus généralement de géothermie. Et en réalité, ça va consister à montrer comment aujourd'hui on peut simplifier la décarbonation des bâtiments. Donc quelques mots sur Axanta, je vais être extrêmement court. On est une entreprise qui a été créée en 2016. On est historiquement issu de relations très proches avec le monde de la R&D. On est issu de l'école polytechnique, on a travaillé avec pas mal d'universités. Et aujourd'hui, les technologies dont je vais vous parler équipent 8 millions de mètres carrés. Donc le chiffre que vous voyez à l'écran n'est même plus bon. On a à peu près 120 salariés, donc on est en très forte croissance. On va certainement doubler de taille cette année et en fait c'est ce que je vais vous expliquer là dans la suite de ma présentation qui va vous faire comprendre pourquoi on est sur ce rythme de développement aujourd'hui. Donc je vais simplement resituer le contexte de la création de notre société. Je vais là aussi aller assez vite parce que vous êtes des professionnels du secteur et donc vous savez ce que je vais vous dire. Le monde du bâtiment est un très gros contributeur aux consommations énergétiques françaises et aux émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, si on agrège l'ensemble des consommations derrière la mobilité. Et donc quand on s'attaque à sa transition, le challenge, et il est finalement extrêmement simple, et il est connu de tout le monde, il consiste à rénover thermiquement les bâtiments, puisque ce que vous voyez à l'écran montre que en fait, 75% du problème des émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments est lié principalement au chauffage, un petit peu au reste des aspects thermiques, donc globalement aux aspects consommation thermique des bâtiments. Donc ça, c'est pas une nouveauté, je vous apprends rien, tous les professionnels du secteur le savent. On est aujourd'hui dans un contexte qui devient de plus en plus ambitieux. On sait tous que notre secteur, quelque part, est pas dépendant, mais en tout cas est beaucoup influencé par la réglementation, parce que souvent les acteurs ne prennent pas d'initiative spontanément, et c'est vrai que la réglementation aide à faire bouger les lignes. Donc, il y en a un certain nombre aujourd'hui qui sont en place, pour certaines d'entre elles assez ambitieuses, en tout cas qui projettent les acteurs dans le futur, et ça leur fait se poser pas mal de questions sur la manière dont ils vont pouvoir se conformer à la réglementation. Et puis, l'année qui vient de s'écouler nous a montré que des aspects conjoncturels, avec les conséquences de la guerre en Ukraine, l'augmentation des coûts de l'énergie, puis des aspects psychologiques avec ce qui s'est passé cet été sur les canicules, les incendies, etc., font que, je pense que c'est le même cas chez vous, en tout cas pour une entreprise comme la nôtre, on voit que les acteurs sortent la tête du guidon, se posent des vraies questions, cherchent des solutions et souhaitent passer à l'action. Donc il y a ces aspects réglementaires, mais il y a aussi les aspects financiers dont on sait qu'ils jouent beaucoup et les prix de l'énergie sont aujourd'hui un gros driver. Donc la problématique qui en fait est à la base de la création de notre société, c'est que quand on regarde tout ça, on a d'un côté une réglementation qui est de plus en plus ambitieuse et qui pousse les acteurs à prendre des initiatives. Et de l'autre côté, quand les acteurs se disent « bon, quelles sont les solutions que j'ai à ma disposition pour faire baisser les coûts de l'énergie, pour répondre à la réglementation », on se rend compte qu'on a à disposition tout un tas de solutions, mais qui existent depuis longtemps, et ce sont les mêmes solutions qui ne nous ont déjà pas permis de faire la transition énergétique et environnementale des bâtiments. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes solutions qui, plan après plan, année après année, ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs fixés. Donc tout l'enjeu, il est là. Je ne veux pas reprendre la phrase d'Einstein, mais par quel miracle, en utilisant les méthodes qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, on pourrait réussir à être beaucoup plus ambitieux. On est confronté à une problématique qui est quasiment insoluble. Et donc tout ça est extrêmement complexe parce que avec tous les gens qui bossent dans le bâtiment sur les aspects énergétiques depuis toutes ces années, si c'était si facile à faire, on l'aurait déjà fait, on n'aurait pas eu besoin de toutes ces réglementations. Et donc fondamentalement, ce qui est complexe, c'est qu'on a tout un tas de solutions qu'il faut agréger. C'est que, en fait, fondamentalement, on reste dans un secteur qui ne s'engage pas sur les performances. C'est-à-dire qu'il y a un risque qui est inhérent à la rénovation thermique des bâtiments, qui est colossal pour les maîtres d'ouvrage, parce que
on leur demande de financer des choses et en contrepartie, ils n'ont aucune espèce de garantie que ce qu'on leur a vendu sera au rendez-vous. Quand on regarde les contrats de performance énergétique, aujourd'hui, c'est quand même dans l'épaisseur du trait sur le marché. Ce n'est pas quelque chose qui est largement démocratisé, c'est encore complexe à mettre en œuvre. Et les performances, on verra tout à l'heure qu'on peut atteindre avec ça, elles atteignent aussi certaines limites. Donc ça, c'est complexe pour les maîtres d'ouvrage. Et puis, le dernier point, qui est une évidence, c'est que plus on est ambitieux, plus ça coûte cher. Et donc vous savez comme moi que quand vous allez voir un client et que ce que vous lui vendez, ça coûte un bras, eh ben, vous dire bah non, je ne vais pas le faire. Ou alors, non, bah attendez, je vais commencer par des trucs plus faciles, voilà, moins ambitieux, etc. C'est toujours la même histoire, sauf qu'à la fin, quand on regarde notamment les objectifs du décret tertiaire, à un moment donné, on se pose quand même des questions de savoir, pour atteindre les 60% d'économie d'énergie visée, qu'est-ce que ça va donner financièrement et est-ce que les solutions qui permettent d'atteindre ça existent déjà? Donc voilà, on a créé l'entreprise pour s'attaquer à ça, sinon on ne serait pas embêté à créer l'entreprise. Et nous, ce qu'on veut apporter aujourd'hui, c'est en fait des technologies et des services qui permettent de simplifier tout ça. Et la rosace que vous voyez là, en fait, capture l'essence de notre offre, qui combine en fait 3 briques technologiques qu'on appelle tracées, optimisées, décarbonées, qui permettent de couvrir l'ensemble du cycle des sujets à traiter sur les aspects thermiques du bâtiment, le tout dans un modèle de service qu'on appelle Energy as a Service, dont l'objet en fait est de transitionner d'une logique où on vend des solutions à une logique où on vend des économies d'énergie garanties et financées. Ouais. C'est ça la transition qu'on veut opérer. Et donc voilà, je me concentrerai aujourd'hui sur une de ces 3 technologies. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on avait donc maintenant 8 millions de mètres carrés en exploitation sur ces différentes technologies et on est actif en fait sur l'ensemble des typologies de bâtiments privés et publics à l'exception de la maison individuelle. Ça va, c'est les entrepôts logistiques, les centres commerciaux, les bureaux, les bâtiments publics, les usines, etc. Voilà, donc ça, ces 3 technologies, finalement, c'est faire l'acquisition des données des bâtiments, parce que si je ne sais pas ce que je consomme, je ne risque pas de pouvoir analyser mes consommations d'énergie. 2, c'est comment je fais pour optimiser l'existant. Et 3, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est comment je vais beaucoup plus loin et comment je change vraiment la donne sur les aspects consommation et carbone de mon bâtiment. Donc en fait, je vais vous parler aujourd'hui de géothermie et plus spécifiquement de géostockage. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, Agnès Pannier-Runacher a annoncé un plan autour de la géothermie de minimes importants, qu'on appelle souvent maintenant la géoénergie. Donc c'est un grand pas parce que finalement, c'est certainement la première fois qu'un responsable politique de cette envergure annonce un plan devant les médias, etc., repris dans les médias, de l'ordre de ce qu'on a pu connaître. Alors, pas du même ordre sur les typologies d'aide, pas encore, mais ça va venir, mais en tout cas du même ordre de ce qu'on a connu, notamment dans le monde du solaire et de l'éolien. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la géothermie en général et puis la géothermie de moyenne importance en particulier ne sont pas du tout dans le devant des médias. Pourtant, la profession observe une augmentation très très marquée de la demande et les associations professionnelles et notamment la FPG travaillent beaucoup en partenariat avec le ministère pour faire bouger la filière et donc je ne pense pas trop me mouiller et prendre de risques pour dire que les prochaines années vont voir un développement significatif de la géothermie parce que c'est simplement une évidence d'un point de vue énergétique, environnemental et économique. Donc nous on opère dans ce secteur-là et on a mis au point une technologie, on va dire une sous-famille de la géothermie de moyenne importance qu'on appelle le géostockage et qui a 3 grandes composantes en fait. Le grand problème de l'énergie renouvelable thermique, c'est qu'à partir du moment où vous dites bon, je ne veux plus utiliser de gaz pour chauffer vos bâtiments, vous n'avez pas tant d'options que ça finalement à votre disposition. Et la première des énergies thermiques, la plus belle d'entre elles, la plus élégante, ça reste quand même celle du soleil avec un réacteur nucléaire à 150 millions de kilomètres qui nous fournit de l'énergie. Le problème de tout ça, et ça a été le problème historique, c'est qu'il y a un déphasage permanent, c'est-à-dire que vous produisez beaucoup de chaleur, d'énergie solaire au printemps et l'été, alors que vous avez besoin de vous chauffer pendant l'hiver. Et inversement, pour vous rafraîchir l'été, il fait très froid en hiver.
Et donc pour résoudre ça, il faut nécessairement du stockage et c'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on appelle nos technologies le géostockage. C'est-à-dire que, si vous voulez, sous nos pieds, littéralement, toute l'année, n'importe où sur le globe, à 100 mètres de profondeur, il y a toujours une température d'à peu près 15 degrés. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que, premièrement, il y a différents types de géothermie. Souvent, quand on parle de géothermie, on pense à la géothermie sur nappe. Donc, par définition, pour que ça fonctionne, il faut une nappe. Et donc, ça veut dire qu'on n'en trouve pas partout. On pense aussi souvent à la géothermie profonde pour aller produire de l'électricité. Et c'est vrai qu'on pense moins donc à la géothermie de moyenne importance qui consiste à aller chercher des calories jusqu'à 200 mètres dans le sous-sol. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la roche dans le sous-sol, et d'ailleurs, quel que soit le matériau dans le sous-sol, ça ne change pas beaucoup les propriétés, elle a à la fois des propriétés de conductivité thermique et des propriétés de stockage thermique. Ce qui veut dire qu'on va être capable de stocker, de faire ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier. C'est-à-dire qu'on va faire des stockages sur plusieurs mois. Et donc, en fait, dans le sous-sol, on est capable d'emmagasiner des quantités qui sont considérables compte tenu des surfaces engagées. Et ça change la donne. Pourquoi? Parce que finalement, notre technologie, elle va consister à produire le chauffage dont on a besoin pendant l'été. Donc l'été, ce qui va se passer, c'est que quand par exemple vous climatisez un bâtiment, vous rejetez toujours de la chaleur fatale, on va être capable de la récupérer. Et puis quand on n'a pas de clim, on va en fait produire de l'énergie, du chaud, l'été, soit par exemple par du solaire thermique, quand il y en a, basse température, mais sinon on peut carrément faire tourner des pompes à chaleur aérothermiques pendant l'été, avec des coefficients de performance qui sont excellents. Et on va donc faire tourner nos pompes à chaleur géothermiques, ça va envoyer via un fluide les calories dans le sous-sol, et finalement on va envoyer quelques dixièmes de degrés d'élévation de température finalement, mais sur des surfaces qui sont tellement énormes qu'on a une très grande quantité d'énergie qui est stockée. Et cette énergie-là, on va venir la réutiliser l'hiver. Donc tout ça, ça paraît un petit peu bête. On se dit, bah tiens, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt? C'est vrai que c'est une technologie qu'on n'a pas inventée, mais qui est assez peu usitée dans notre domaine. Et donc ça, en fait, mécaniquement, vous cassez déjà une barrière en termes de décarbonation, parce que c'est quelque chose qui est optimal. Là où on a apporté des innovations qui sont majeures, c'est que, en fait, l'essence, quelque part, de notre métier, c'est d'apporter de l'intelligence et de la digitalisation à des systèmes hardware énergétiques. Et en fait, l'innovation, elle est là. On a une grosse équipe R&D, des mathématiciens, des spécialistes de l'intelligence artificielle, et ils ont innové sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur la conception du système. La géothermie, c'est top en termes de performance et de décarbonation. Mais ce qu'on entend souvent, et c'est une réalité, c'est que ça coûte cher à l'investissement. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui coûte cher à l'investissement dans la géothermie? C'est de forer. Okay, donc le challenge, c'est comment je fais pour avoir moins de forage. Et en fait, on a développé un outil de conception qui est propriétaire et qui fait ce qu'un humain ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on prend un bâtiment, on identifie les contraintes, et les algorithmes, en quelques minutes, vont être en mesure de simuler des milliers d'options de configuration en faisant varier des dizaines de paramètres pour aller trouver la conception optimale qui maximise la performance avec le CAPEX minimum. Et on a introduit une notion d'hybridation, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais de la géothermie seule, on va toujours la combiner avec un appoint, parce que c'est optimal d'un point de vue énergétique et économique, et vous allez voir tout à l'heure que ça a beaucoup de sens sur le côté évolutif de la solution. Donc cette innovation-là, mécaniquement fait qu'on est capable d'avoir des coûts d'investissement beaucoup plus faibles que n'importe quelle technologie de géothermie de moyenne importance. Donc on casse une première barrière pour l'accessibilité de cette technologie pour le marché. Le deuxième point, en fait, il est sur l'exploitation. Et là, on rentre dans un aspect en fait, qui est absolument fondamental dans notre secteur de l'énergie thermique. En fait, vous avez trois paramètres qui influent sur les consommations thermiques. Et ces trois paramètres-là, jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est une espèce de black box et tous les acteurs du secteur, en fait, ne les contrôlent pas. Donc, il y a du risque. Donc, mécaniquement, on n'est pas capable de s'engager sur les performances. Vous voyez, en fait, tout se tient
et enfin, je veux dire, ça se tient dans le sens où il y a des explications rationnelles au fait qu'on ne soit pas capable de démocratiser simplement des contrats de performance énergétique. Qu'est-ce qui impacte les consommations thermiques d'un bâtiment? Premièrement, bien sûr, le confort souhaité. Deuxièmement, la météo, c'est comme ça le facteur principal. Et puis troisièmement, l'occupation, l'usage des bâtiments. Dans le monde de l'énergie thermique, on est tout le temps en retard. Tout le temps. C'est-à-dire que dès que vous chauffez votre bâtiment, c'est trop tard. Dès que vous le refroidissez, c'est trop tard. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas maîtriser vos consommations, vous ne pouvez pas les optimiser. Dans des bâtiments tertiaires, à peu près bien réglés, c'est quand même rarement le cas. Souvent, vous avez des plannings fixes. Expliquez-moi comment, quand vous définissez une heure de départ et une heure d'arrêt, comment vous faites pour dire « je vais faire tant d'économies d'énergie ». C'est impossible, parce que vous ne pouvez pas mettre un technicien derrière chaque radiateur qui va fermer le radiateur quand quelqu'un sort d'une salle, etc. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est de l'intelligence et de la prédictabilité pour reprendre le contrôle sur ces aspects qui ne l'étaient pas et pour du coup autoriser un engagement sur la performance. Comment? Aujourd'hui, on peut connaître les prévisions météo, donc on va anticiper les conditions météo. On connaît tous les éléments liés, notamment à la carbonation de l'électricité du réseau, donc nos algorithmes peuvent prendre compte en ça. Et on va utiliser le machine learning pour apprendre du comportement du bâtiment. L'un des grands enjeux dans le secteur du bâtiment, c'est qu'on raisonne souvent sur de la théorie. On conçoit un bâtiment en disant que j'ai la telle enveloppe, etc. Mais la réalité, elle est tout le temps différente. Vous pouvez commissionner un bâtiment et derrière, le bâtiment va évoluer parce qu'il n'est pas utilisé comme on l'a prévu, parce qu'on va changer d'usage. Donc si vous n'avez pas la donnée, si vous ne collectez pas la donnée, et aujourd'hui on a tous les outils pour le faire, vous êtes complètement aveugle pour prendre des décisions. Donc nous on va faire ça, et donc on va pouvoir, nos modèles vont pouvoir comparer les aspects théoriques de l'existant à la réalité. Et le machine learning, l'apprentissage, ce qu'on entend beaucoup autour de, notamment aujourd'hui, d'outils comme ChatGPT, etc., avec des algorithmes de renforcement, c'est aussi ce qu'on utilise, vont nous permettre en fait de faire fonctionner nos systèmes et de le faire coller aux besoins réels des bâtiments. Et ça va nous permettre concrètement de dire à nos clients, eh bien nous on va s'engager sur un coefficient de performance donc on va engager une garantie dessus parce que notre système va être en permanence en mesure d'optimiser les consommations énergétiques, et la carbonation et le confort. Donc ça change l'apport de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, change la donne. Toute chose égale par ailleurs, si on devait faire une analogie, c'est comme Tesla. Tesla, c'est une combinaison de hardware et de software. Ils ont conçu une voiture autour du software. Et aujourd'hui, vous avez un software qui pilote la voiture. Nous, nos bâtiments sont équipés. Demain, on fait des évolutions sur nos algorithmes, etc. On envoie immédiatement toutes ces informations sur site. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un qui vient sur site, etc. Donc la digitalisation des aspects thermiques est aujourd'hui nécessaire. Ce que je disais tout à l'heure, je voulais juste souligner certains aspects sur la différence avec la géothermie de moyenne importance. C'est que quand on fait, nous, la logique du géostockage, si vous voulez, c'est de pomper de l'énergie dans le sous-sol et d'en réinjecter de manière à ce que, en fait, vous ayez tout le temps un sous-sol en équilibre. Le risque avec la géothermie, et ce qui fait que notamment souvent ça coûte cher, c'est que si vous ne faites que pomper de l'énergie, à un moment donné, c'est les courbes que vous voyez là. Il y a le cycle de je prends de l'énergie, il faut qu'elle se recharge. Si c'est mal dimensionné, et à un moment donné, votre courbe elle va baisser. Et donc pour éviter que ça baisse, en général, on va être obligé de surdimensionner justement les champs de sonde et donc d'augmenter les coûts pour pouvoir conserver un équilibre. Donc, ça, de facto, notre technologie est moins accessible. Et en fait, ce qu'offre notre technologie, c'est deux choses. Premièrement, en utilisant le sous-sol comme une batterie, et deuxièmement, en ayant des outils type aérothermie, parce que le plus souvent on combine géothermie et aérothermie, on se donne des capacités de s'adapter au bâtiment. Parce que avec les changements climatiques, les évolutions des besoins de chaud et froid vont évoluer. Un bâtiment existant, il évolue, l'isolation s'affaisse, etc. Donc il y a plein de choses qui font varier les besoins thermiques des bâtiments.
Et donc nous, on a des outils avec une batterie en sous-sol et en plus avec de l'aérothermie pour s'adapter aux besoins des bâtiments. Donc ça donne beaucoup d'évolutivité à la technologie. Et donc le fin mot de cette affaire, c'est que on est aujourd'hui capable en fait, on redéfinit la combinaison performance-coût historique. Ce que vous voyez là, c'est une version un peu stylisée du dernier rapport là, du SNEC de 2020 sur le panorama des contrats de performance énergétique. De mémoire, je crois que c'est sur 7 millions de mètres carrés, un truc comme ça. Donc vous voyez qu'on a plein de points qui sont homogènes. Et nous, on se retrouve à l'extrême droite parce qu'on casse ces ratios-là historiques qui est que plus je vais être ambitieux, plus ça va me coûter cher. Donc concrètement, aujourd'hui, on prend n'importe quel bâtiment, une copro, un entrepôt, un supermarché, des bureaux, etc. On est capable, même sans isoler, ça je le souligne parce qu'on n'est pas contre l'isolation, c'est important l'isolation, sauf qu'en rénovation, c'est parfois compliqué techniquement, c'est souvent cher, etc. Et on est capable tout le temps d'aller chercher entre 70 et 80% d'économie d'énergie sur le chauffage et la climatisation et jusqu'à 95% de décarbonation par rapport à une solution de référence au gaz. Et tout ça pour un coût qui tourne autour de 100 € du mètre carré, alors qu'en général, on est plutôt sur des rénovations quelque part entre 400 € et 1000 € du mètre carré. Et quand vous payez vos 400 € ou 1000 € du mètre carré, vous n'avez même pas forcément en face un contrat de performance énergétique qui va vous dire « je m'engage dessus ». Donc, et je vais en parler tout à l'heure. Donc voilà très rapidement à quoi ça ressemble. Donc, il y a des opérations de forage. Je rappelle que 98% du sous-sol français, à part quelques zones en montagne, etc., sont éligibles. Donc on peut forer, c'est extrêmement facile. Et puis ensuite, vous avez une chaufferie, beaucoup composée de pompes à chaleur, une pompe aérothermique. Voilà, donc le dernier point de notre modèle, c'est que pour enlever toutes les barrières qui complexifient l'accès à la géothermie, c'est trois choses. Premièrement, le clé en main, c'est-à-dire qu'on est capable de proposer à nos partenaires ou maîtres d'ouvrage de gérer la totalité de la chose, conception, réalisation, exploitation, maintenance. Vous avez un interlocuteur qui gère tout. Ensuite, les garanties, ça c'est du standard. C'est-à-dire qu'on propose toujours l'engagement sur les performances. Donc si je dis, cher client, on vous propose 70%, très bien. Enfin, en général, on signe un contrat pluriannuel qui nous engage. Et on est capable également d'apporter du tiers financement. Et donc si vous mettez les trois ensemble, vous êtes sur quand même un système extrêmement vertueux qui mobilise des capitaux privés pour aller décarboner de manière certaine tout un tas de bâtiments auprès d'industriels, de logisticiens, de retailers, etc., dont le métier n'est pas d'investir des millions d'euros sur leur patrimoine immobilier pour le décarboner, réduire leurs factures et même pas être sûr d'aboutir à la fin. Voilà. Donc s'il y avait vraiment une chose à retenir de tout ce que je viens de raconter, une chose ou deux choses, c'est que, pensez à la géothermie, parce que il se passe des choses et qu'il y a des nouveaux acteurs, il y a des nouvelles solutions, la profession progresse et il y a une certaine forme d'évidence qui se dégage, qu'on peut la mettre en œuvre. Nous, on le voit à chaque fois que face à du gaz, face à de l'aérothermie seule, etc., économiquement, énergétiquement, environnementalement, c'est ce qui fait le plus de sens. Je voulais partager avec vous juste deux éléments pour sortir un peu du je raconte ma belle histoire, mais des trucs un petit peu concrets sur des choses sur lesquelles on bosse. Là, par exemple, CoPro, voilà, 6500 mètres carrés, des bâtiments de 1975, il y a quoi, une centaine de logements, etc. Alors je voulais vous montrer des trucs, mais je vais les passer un peu parce qu'il y a quand même certaines infos que je ne voulais pas montrer, mais sur ce projet-là, on est, donc sur les performances, on est à peu près à 70% d'économie d'énergie garantie. Et en fait, on est sur 92 € du mètre carré. Donc on est en fait sur une rénovation qui nous permet de nous engager sur 70% d'économie d'énergie donc sur les aspects thermiques pour à peu près 6 000 € par logement. C'est extrêmement faible par rapport au prix qu'on a l'habitude de voir
sur ces secteurs-là. Et vous voyez qu'on est sur un temps de retour de 3 ans par rapport à une solution qui était la solution existante au gaz. Et c'est vrai qu'en général, de toute façon, on est en investissement, on est toujours plus cher, voire beaucoup plus cher que le gaz. C'est aussi pour ça qu'on amène des solutions de financement. Mais en OPEX, c'est sans commune mesure et donc vous reprenez vraiment la main sur tout. Là, je vous montre un exemple d'entrepôt logistique. En général, c'est pas cher sur les entrepôts logistiques. Là, vous voyez qu'on a une 50aine d'euros par mètre carré parce qu'en fait, vous avez des grands bâtiments qui ne chauffent pas à une température très élevée. Mais vous voyez, typiquement sur un projet comme ça, c'est des performances là que vous voyez qui sont hyper standards, quoi. Pas loin de 75% d'économie d'énergie, 93% d'économie d'énergie. Là, je crois qu'on est sur un capex à peu près d'1 million d'euros, comparé à 300 000 euros pour remplacement d'une chaudière gaz. Et on est sur des coûts d'exploitation moyens à 95 000 euros, comparé à 200 000 euros pour du gaz. Et donc on est sur un temps de retour de 7 ans là, à peu près sur le projet. Donc en fait, on se rend compte que c'est rien et qu'à partir du moment où on apporte des solutions de financement, tout ça est vertueux. Donc en fait, la vertu, je crois que j'ai fini, la vertu de tout ça finalement, c'est que tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire qu'on enlève les barrières financières qui bloquent l'investissement grâce à des innovations. On fait de telles économies d'énergie qu'on est capable derrière d'amener du financement. Parce que quand vous faites 70% d'économie d'énergie, il y a quand même du gras pour aller rémunérer une boîte comme nous qui vous fournit la presta, un financier qui finance, et le tout en faisant à la fois baisser les consommations de notre client final, baisser ses factures en lui donnant une visibilité et en ne laissant plus comme ça dépendant des lois du marché, de l'évolution des prix de l'électricité ou du gaz. Et puis surtout, c'est garanti. Et donc, alors que la décarbonation de manière inhérente aujourd'hui c'est risqué parce qu'on me dit qu'il faut que je fasse 60% sur le décret tertiaire, je ne vois pas trop les solutions aujourd'hui qui me permettent d'atteindre les 60%. Ça va me coûter très cher. Les contrats de performance énergétique, bon, c'est pas hyper démocratisé. Voilà, donc d'où le titre de ma diapo de départ sur la simplification de la décarbonation des bâtiments. Je pense que j'en ai fini à peu près à l'heure. Il me reste certainement 2 minutes pour prendre des questions si vous en avez. Bonjour, Adam Stigli du bureau d'études INEX. Je me demandais, vous avez parlé de boîte noire au niveau des usagers particulièrement, mais en fait en utilisant un réseau de neurones, vous déplacez la boîte noire à un autre endroit, c'est-à-dire au niveau de l'intelligence artificielle, parce qu'un réseau de neurones c'est pas explicable. Si c'est pas explicable, ça veut aussi dire que vous n'êtes pas en mesure de décrire au client comment vous êtes arrivé à ces performances-là, pourquoi l'algorithme a fait tel choix d'activer le chauffage à tel moment ou non. Comment vous pouvez arriver à certifier des performances alors que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer le fonctionnement les choix de l'intelligence artificielle? Alors, on est en mesure de les expliquer, mais nos clients ne les comprendraient pas. Par contre, donc vous avez raison, quelque part, il y a une part de confiance. Bon. Mais en réalité, ce qui compte, c'est la donnée. C'est-à-dire, au départ, c'est combien je consomme. Donc, on a une plateforme qui nous permet de faire l'acquisition de la donnée. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché, DeepKey, Adviseo, etc., plein d'autres qui vous permettent de faire ça. Donc, nous, on sait le faire. Mais ce qu'on a ajouté à notre plateforme, c'est justement de pouvoir la mettre dans les mains de nos clients, et pas de côté boîte noire où je suis juge et partie. Notre plateforme fait le reporting pour les clients selon le protocole IPMVP, si ça parle à certains d'entre vous. C'est-à-dire que pour analyser 2 années entre elles, il faut redresser la donnée. Et donc quand vous vendez un projet comme ça, on a un bureau de contrôle qui rentre dans nos outils, il dit je certifie votre méthodologie et votre modèle, je suis capable de remonter mes consommations, mes données de consommation avec un degré de confiance de 92%. Derrière, que j'ai utilisé Pierre, Paul, Jacques, des algorithmes pour faire mes économies, quelque part, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est combien je consomme. On peut vous retrouver sur quel stand? Je n'ai pas de stand, mais si je veux bien attendre là quelques minutes si certaines personnes auraient des questions à poser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.